que c'est la réalité? Est-ce que c'est des valeurs qu'on vit au quotidien ou c'est des valeurs vides de leurs valeurs, si on peut dire ça? C'est des valeurs qui sont vides, qu'on ne vit pas en réalité. Parce que moi, j'ai fait mon CAP pâtisserie à Villiers-le-Bel. Je suis retournée à l'école pendant une année. Pourtant, j'ai payé ma formation, mais quand même, j'ai été traitée comme un élève. C'est pas comme un adulte. Hein? Quand je rentre en classe avec mon VAL, le prof, il me demande de sortir. Pourtant, il y a des élèves qui portent la croix, qui ne lui demandent pas de sortir. Il y a des élèves qui portent des signes religieux sikhs, indiens, qui ne lui demandent pas de sortir. Est-ce que cette laïcité est cible que l'islam? Les Français pensent que ce qui menace la laïcité, c'est les musulmans. C'est la vérité. Mais est-ce que s'il n'y a plus de musulmans en France, ça veut dire qu'il n'y a plus de salopards en France? Je voudrais bien savoir. Est-ce qu'on justifie la laïcité? Ça veut dire on écarte d'autres valeurs qui la liberté, l'égalité, fraternité. Oui, il y a des personnes qui stigmatisent les musulmans. Oui, il y a des racistes, il y a des xénophobes, bien évidemment. Vous en connaissez, nous en connaissons tous. Pourquoi elles le portent? Est-ce que vous avez posé une question? Pourquoi les femmes musulmanes portent le voile? Relativisons, et plutôt que d'insister sur le vêtement et le foulard, moi je regrette de voir des jeunes filles qui portent de plus en plus le foulard, alors que nous pensons que l'émancipation, et c'est pas l'émancipation, l'égalité des sexes, etc., c'est quelque chose de bien. Or, c'est un réflexe identitaire, il y a des raisons à cela. Mais ça devient un réflexe identitaire qui pose problème. Qui pose problème. N'insistons pas trop sur les effets d'habillement, insistons sur l'importance d'apprendre, l'importance de rencontrer, l'importance de partager. C'est beaucoup plus important de notre point de vue. Le voile, la barbe, on réfléchit en fait, ce sont des questions d'image. Mais derrière les images, il y a des trajectoires. Et madame l'a très bien dit, c'est-à-dire que quand elle dit est-ce que vous avez demandé pourquoi une femme porte le voile? Si vous faites des enquêtes ethnographiques comme je le fais, je peux vous dire qu'il y a de multiples raisons de porter le voile et qui renvoient toujours à des trajectoires. Or, quand on met toujours la même image sur soit la barbe ou soit le voile en disant bon, bah, c'est une image de revendication identitaire, tous les garçons qui portent la barbe ou les femmes qui portent le voile ne sont pas toujours dans une revendication ultra-identitaire. Et donc ça, c'est la question de la violence des images. Derrière la violence des images, encore une fois, et c'est un petit peu en raccord avec ce que je disais, il faut en fait déconstruire un certain nombre de questions de représentation et toujours passer par les trajectoires. C'est pas forcément des questions d'identité, c'est aussi des questions d'identification temporaire. Le problème, c'est qu'on vit en circulation sur des images qui produisent des images et des contre-images, et quand on est constamment renvoyé à une image, et bien aussi on fait sienne ces images-là, et c'est de ça qu'il faut sortir. Entre nous, déjà, musulmans, est-ce qu'il y a de la tolérance déjà? Voilà. Moi, pas plus tard que à 17h aujourd'hui, je me suis embrouillée avec un monsieur parce que je suis rentrée dans sa boutique, j'ai dit bonjour, j'ai pas dit assalamu alaikum. Donc on s'est embrouillé, ça a failli me déborder, mais bon, moi j'ai pris sur moi, j'ai pris mes affaires et je suis repartie. Mais est-ce que ça aussi c'est de la tolérance? Si on veut que les autres soient tolérants envers nous, dans notre religion, il faut que déjà, entre nous, soyons déjà tolérants. Assalamu alaikum, c'est pas ma langue d'origine. Moi aussi, dans ma langue, j'ai une façon de dire bonjour aux gens. Donc moi aussi, je peux dire Amis Roma, Amis Clé. Mais si, tant que je ne dis pas salam alaikum, on ne me considère pas, on me regarde de bas. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est pas parce que je porte un jean ou que je mets des mèches que je ne suis pas une bonne musulmane. Dans le Coran, c'est marqué déjà l'islam ou autre, c'est dans le cœur. Il faut avoir la foi avant tout. Voilà, si on a la foi, déjà ça peut aider à dépasser beaucoup de choses. Il est vrai qu'il faut déconstruire tous les dogmes. Tous les dogmes. Et il en existe dans toutes les religions. Il en existe dans tous les communautarismes, y compris le communautarisme élitiste, élitaire, Sciences Po ou autre.
Et donc, donc il faut quand même prendre en considération cela. Oui, il y a des normes qui sont imposées, elles existent. Oui, il y a des choses qui sont subies, elles existent. Et il ne faut pas les nier, les relativiser trop, pas plus que les essentialiser. Qu'il ne faut pas survaloriser, qu'il faut constater pour qu'elles se résorbent, pour qu'effectivement, ce qu'on appelle le vivre ensemble, s'améliore. Or, dans certaines poches, il ne s'améliore pas. C'est le communautarisme qui gagne, c'est l'entre-soi qui gagne, c'est le déplacement de population qui quitte l'approche banlieue pour aller dans des banlieues reculées parce qu'ils vivent mal, les sectarismes, les dogmes, les normes sociales, les normes vestimentaires, etc., qu'ils ne supportent plus. Voilà, ce que nous constatons, encore une fois, c'est pour en discuter, c'est pas pour voir noir, surtout et partout. Est-ce que c'est pas une position d'homme blanc ou de femme blanche de se permettre de juger les raisons, de donner des raisons pour lesquelles certaines femmes porteraient le voile? Est-ce que c'est pas un rapport de domination genrée de dire que telle femme porte le voile parce qu'elle est soumise à certains patriarcats? Est-ce que certaines femmes qui portent le voile ne trouvent pas leur, comment dire, une certaine liberté à travers le port de ce voile? J'ai même une amie musulmane qui prend le métro, qui se fait très souvent tripoter et qui me dit « Ouais, j'aimerais bien me mettre à porter une burqa, comme ça j'aurai mon corps pour moi-même. » Et est-ce que c'est pas pour ces raisons-là, plus que des raisons religieuses ou pour des raisons de soumission, qu'elles se mettent à le porter? On cherche pas souvent comme vous l'avez dit, il y a certaines femmes qui portent le voile et qu'il faut analyser d'abord leur trajectoire avant de déplorer le fait qu'elles le portent ou non. Ensuite, comment faire pour leur redonner confiance en la nation? Comment faire aussi pour que les jeunes de banlieue et les jeunes en général retrouvent une légitimité à apprendre, à faire des études supérieures? Comment les faire se sentir à leur place dans tout ce qui est en rapport avec le milieu scolaire? Donc je me dis, qu'est-ce qui leur est arrivé, à quel moment, comment ils auraient pu être aidés comme moi je l'ai été, et pourquoi ils n'ont pas été, en fait, pourquoi ils n'ont pas été encadrés. Déjà sur le truc de l'exemple des jeunes dont on découvre, là aussi, vraiment une idée reçue sur laquelle je vais quand même prendre 2 minutes parce qu'elle est vraiment très ancrée, cette idée-là, et elle vient très souvent d'en haut. En gros, cette idée que les jeunes de milieux populaires auraient un rapport de défiance à l'école. Ça, c'est le discours typique de la culture se perd, etc. Il y a une défiance face à l'école des jeunes du milieu populaire. En fait, ça, je suis désolé de le dire, mais les gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui, empiriquement, qui ont 30 années de retard. Je pense que vraiment former les formateurs, les enseignants, etc., à une véritable formation sociologique, mais sérieuse, où en fait on prend en compte ces images, ces implicites, et on les déconstruit. Et quand on va sur le terrain, on est mieux armé pour faire face à des situations qui sont très souvent des situations où c'est de l'incompréhension. C'est juste de l'incompréhension qui peuvent créer des situations à la fin vraiment dramatiques et des prophéties autoralisatrices. Je pensais vraiment que tu étais mauvais et que tu n'aimais pas l'école, et au bout du compte, tu vas devenir mauvais et tu ne vas pas aimer l'école. Et donc là, il y a un véritable travail de déconstruction de ces images, de dédramatisation, qui ne peut passer que par les sciences sociales, d'une certaine manière, parce que soit ça passe par... voilà, en fait, je pense qu'il n'y a que 2 solutions. Soit ça passe par l'endogamie sociale maximum. On vit tous entre nous, entre guillemets. Comme ça, on se comprend. Est-ce qu'on veut d'une société comme ça? Ou alors, on se mélange. Mais pour se mélanger, il faut se comprendre. Et pour se comprendre dans un monde, je pense qu'il y a vraiment besoin des sciences sociales au sens large aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'images stéréotypées qui circulent, il faut déconstruire tout ça. Enfin, le regard sur les jeunes issus de banlieue, c'est très durci. Je trouve aussi qu'il y a aussi en même temps eu une prise de conscience, en fait. C'est assez paradoxal. Le regard s'est énormément durci, mais en même temps,
on a énormément de politiques, mais aussi de personnes qui agissent au niveau local, qui se sont rendus compte justement de l'urgence de la situation et qui ont mis en place aussi, oui, des événements aussi qui ont justement permis d'ouvrir les yeux de la société française en général sur les problèmes qui existaient et surtout sur l'urgence d'agir dans ces quartiers-là. Et puis donc du coup, on a eu énormément de dispositifs qui ont été mis en place, de grandes écoles qui ont ouvert leurs portes à ces jeunes issus de banlieue et qui ont en quelque sorte essayé à leur manière de lutter contre ce durcissement du regard, justement pour faire changer les mentalités et surtout pour, on va dire entre guillemets, sauver les quelques profils qui pourraient ne pas se laisser aller au déterminisme social. Peut-être même préciser, parce que vous avez indiqué l'État est très présent. Oui et non, parce que c'est aussi l'État, mais aussi beaucoup le privé. Parce qu'en fait, quand on regarde tous ces micro-dispositifs, en fait, et à juste titre, c'est vraiment des micro-dispositifs, c'est aussi beaucoup des micro-dispositifs qui sont portés par des grandes écoles privées ou semi-privées, Sciences Po, ESSEC, École de commerce, etc., ou des fondations, etc. Donc, attention, et c'est pas tout à fait la même chose, et ce qui explique aussi le morcellement, etc. Il faut se demander aussi pourquoi, en fait, ces grandes écoles ou ces organismes privés ont décidé d'investir comme ça les banlieues. Il y a des enjeux qui sont des enjeux très très forts aussi en termes de communication, ça c'est clair, parce que aussi, le taux de reproduction sociale dans ces écoles est tel au jour d'aujourd'hui que si vous ne mettez pas en place ces dispositifs, en gros le roi est nu. Donc il y a un enjeu de communication qui est véritable. Le deuxième élément, mais qui est d'ailleurs complètement clair dans ces dispositifs et comment c'est pensé à l'intérieur de ces écoles, c'est l'idée aussi qu'un peu, en gros, l'endogamie sociale, ça ne favorise pas la créativité intellectuelle. Donc il y a quand même aussi le sentiment qu'on se prive collectivement d'une richesse qui est forte et qu'on en ressent. On en ressent les effets au niveau politique. Hein. Le manque d'imagination politique actuelle, vous avez des personnels politiques qui viennent des mêmes milieux sociaux, qui ont à peu près la même expérience du monde social et qui ont fait à peu près les mêmes écoles et qui disent à peu près la même chose. Bon, vous faites 1 an et demi de sociologie, vous pouvez un petit peu comprendre ça assez clairement. Donc, il y a ces enjeux-là, mais tout ça, ça crée des micro-dispositifs qui, pour le coup, ce ne sont pas des politiques. Et vous l'avez très bien dit, en sauver quelques-uns. En sauver quelques-uns, c'est un patchwork, mais c'est pas une politique. Et c'est pas un hasard si, on voit beaucoup plus en termes de trajectoire de réussite, c'est Omar Sy, Jamel Debbouze, Zinedine Zidane. Et si vous décomposez un petit peu, derrière ça, il y a quand même un message j'y vais un peu à gros sabots, mais quand même, il y a de ça. Le gars qui court vite, le gars qui sait bien danser, et puis le mec marrant qui a la tchatch, quoi. Ça, en termes de représentation culturalo-centrée, alors que justement, des jeunes étudiants ou qui... on les voit moins. Ici, ce qui est un peu différent avec en Afrique, c'est beaucoup individualiste. Je pense que s'il y a des défauts des enfants, il y a des défauts pour les enseignants. Comment il faut apprendre avec les méthodes, qu'ils comprennent. Il n'y a pas une seule méthode. Moi, je prends exemple moi-même, j'en ai 4 gosses. 3 garçons, une fille. Ils ne sont pas tous pareils, même s'ils ont même leur même père. Il y en a qui expliquent une fois, ils comprennent. 2 fois, 3 fois, ils comprennent. Il y en a 5 fois, ils ne comprennent pas. Bon, donc, si tu dis que tu vas les diriger de la même manière, je pense que le gros problème des écoles, c'est là. Parce qu'on traite tous dans le même sac. Ils ne sont pas pareils. Trouver sa place, c'est évidemment une question universelle, sauf que la spécificité, je dirais, de la jeunesse de banlieue des quartiers populaires, c'est que, en fait, on lui pose sans cesse la question de « t'es pas à ta place ». Donc, en fait, ça s'appelle une imposition de problématique. On te pose une question que je ne m'étais pas posée, mais tu es obligé de répondre. Il y a quand même aussi une grande part de cette jeunesse issue de l'immigration des quartiers populaires qui trouve sa place, et on ne le dit pas assez, je trouve que là, il y a une disproportion. Mais en ce qui concerne, en fait, les leviers de la réussite, comme les facteurs de l'échec, je ne pense que
on ne pourra pas ne pas les comprendre et se donner les moyens de les comprendre tant qu'on ne sera pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la déconstruction, du décentrement patient et de nombre d'implicites qui structurent la façon dont on réfléchit. Et là, réussite comme échec, c'est sur ces questions-là qu'il est urgent de patiemment et sans, comment dire, sans drame, travailler ensemble, et c'est un combat de tous les jours. La modélisation, elle est quand même dans le système dans lequel nous vivons. La modélisation du libéralisme, où chacun doit être l'ennemi de l'autre. Il faut quand même bien se le dire, c'est-à-dire que, y compris pour trouver sa place, on trouve sa place au détriment des autres. Souvent s'installe cette idée-là, ou s'installe trop cette idée-là. Et pour réussir, il faut avoir sa Rolex, sinon on a échoué. Et donc, il y a une modélisation contre laquelle on rame. Et il faut vraiment réinjecter de la raison, des valeurs, des principes, etc., pour pouvoir enrayer cette évolution-là. Je ne suis pas pessimiste, mais c'est difficile. C'est difficile. Et ma conclusion, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est sur la connaissance. Hein. Oui, la connaissance, c'est important. C'est pourquoi j'y insiste beaucoup. Je ne nie pas tous les autres problèmes, mais le refus d'aller vers la connaissance, la résistance à aller vers la connaissance, le discrédit de ceux qui portent la connaissance, fait du tort à ceux qui ont le plus de mal. Généralement, les professeurs viennent de milieux différents. On en rencontre de tout genre, et bizarrement, on se retrouve plus proche des professeurs qui ont grandi dans le même milieu que nous que des autres. La parole est juste. Mais en même temps, l'interaction sociale est une chose extrêmement importante. Ne pas avoir des rapports seulement avec ceux qui ressemblent, mais expérimenter le monde. Et quand même, votre avenir, et il est à souhaiter que vous le trouviez la clé et le chemin.